L'homme dans l'allée attire l'attention de Nell dès qu'elle tourne au coin de la rue. Mal rasé et vêtu de vêtements en lambeaux, il est assis sur le trottoir, complètement trempé par la pluie. Pas de parapluie, pas d'abri, juste un morceau de carton sous lui, depuis longtemps réduit en boue par l'averse. Le cœur de Nell ressent cette douleur familière de compassion. Ce matin est un lavage gris et froid de misère qui semble s'infiltrer dans ses os. Mais elle est déjà en retard de 15 minutes pour son entretien d'embauche chez Morrison & Associates, serrant son portfolio usé contre sa poitrine. Elle ne peut pas se permettre d'être en retard. Pas quand son loyer a déjà 3 semaines de retard et que son propriétaire commence à laisser des messages vocaux de plus en plus menaçants, alors elle doit se dépêcher. Pourtant, quelque chose chez cet homme la fait s'arrêter. La plupart des gens dans sa situation seraient recroquevillés, essayant de se faire plus petits, invisibles. Cet homme est assis comme s'il était le maître de l'allée. Même assis sur un trottoir mouillé, sous une pluie battante, il y a quelque chose de presque royal dans sa posture. Son dos est droit, ses épaules carrées, avec une dignité qui semble totalement en décalage avec sa situation. Et lorsqu'il lève les yeux et que leurs regards se croisent, Nell retient son souffle. Son regard est troublant, pas menaçant, mais conscient. Trop fier pour quelqu'un qui aurait dû être brisé par les circonstances qui l'ont conduit ici. Mais surtout, ses yeux sont de la teinte d'ambre la plus inhabituelle qu'elle ait jamais vue. Cela la fait trébucher. Son pied accroche une pierre inégale et soudain, elle tombe en avant. Son portfolio s'échappe de ses mains. Le contenu de son sac se répand sur le trottoir mouillé. Son portefeuille, le sandwich soigneusement emballé qui devait être son déjeuner, son vieux Walkman, tous les stylos qu'elle possède. « Pas encore », murmure-t-elle, se mettant à 4 pattes pour ramasser ses affaires avant qu'elles ne soient ruinées ou emportées par le vent. C'est alors qu'elle voit les mains de l'étrange homme bouger à côté des siennes. Nell se raidit, s'attendant à ce qu'il empoche l'argent. Elle ne lui en voudrait même pas s'il le faisait. Mais au lieu de cela, il ramasse ses affaires éparpillées avec une précision soigneuse, lui tendant tout avec une douceur qui la prend complètement au dépourvu. « Je crois que ceci est à vous », dit-il d'une voix grave. Il ne demande rien en retour. Il se contente de s'adosser au mur avec cette même composure inexplicable. « Merci », parvient à dire Nell, acceptant ses affaires avec des mains légèrement tremblantes. L'argent dans sa main représente son billet de bus pour rentrer. La petite marge qui pourrait lui permettre de dîner ce soir, si l'entretien se passe aussi mal qu'elle le craint. Et pourtant, sans trop y réfléchir, elle presse les billets froissés dans sa paume. « Pour vous », dit-elle doucement, « achetez-vous quelque chose de chaud à manger. » La façon dont il la regarde alors lui serre la poitrine d'une émotion qu'elle ne peut identifier, comme si elle venait de faire quelque chose d'extraordinaire au lieu de simplement humain. « Merci », dit-il doucement. Nell hoche la tête et s'apprête à s'éloigner rapidement pour courir vers ce qui pourrait être sa dernière chance de stabilité financière. Mais alors, elle remarque la tache sombre qui se répand sur le trottoir mouillé, où l'homme est assis. Du sang. Elle s'arrête, son cœur battant alors qu'elle regarde de plus près. Comment avait-elle pu ne pas le voir avant? L'homme peut être composé, mais maintenant elle voit ce que la pluie et les ombres avaient caché. Sa veste est légèrement ouverte, révélant une tache sombre et humide le long de ses côtes, où le sang suinte à travers sa chemise déchirée. « Vous êtes blessé ?» s'exclame-t-elle. L'homme jette un coup d'œil à son flanc, comme s'il était surpris de le trouver en sang. « Ce n'est rien, dit-il. Il est trop pâle, pense Nell, et ses lèvres ont pris une teinte bleutée qui n'a rien à voir avec la pluie froide. « Ce n'est pas rien, dit-elle fermement. Il faut faire examiner ça. » Elle se mord la lèvre. Il est évident qu'il ne peut pas se permettre un médecin ou un hôpital. Cela est clair d'après sa situation. Elle pense à l'entretien qui l'attend, à son loyer en retard et à ses options qui s'amenuisent. Puis elle regarde cet homme mystérieux qui l'a aidée, tout en saignant dans une ruelle sans nulle part où aller. « Venez avec moi, » dit-elle en lui tendant la main. « Je peux nettoyer cette plaie et la bander correctement. » Quelque chose passe sur son visage. Pourtant, il reste parfaitement immobile, regardant sa main tendue sans répondre. Le silence s'étire, inconfortable. « Je m'appelle Nell, au fait, » dit-elle. Nell tente un sourire doux, espérant l'encourager. « Et vous, comment vous appelez-vous » Il commence, puis s'arrête. Ses yeux d'ambre croisent les siens, et pour la première fois depuis qu'elle l'a vu, il semble vraiment perdu. « Je ne me souviens pas, » murmure-t-il. La pluie continue de tomber entre eux alors que ses mots restent suspendus dans l'air. « Vous ne vous souvenez pas ?» répète Nell, le regardant avec confusion. Qu'est-ce que cela signifie? Son nom, les derniers jours. Elle veut poser plus de questions, mais quelque chose dans son expression, perdue et presque fragile, l'empêche d'insister.
Peut-être est-ce le choc dû à la perte de sang ou un traumatisme lié à la blessure qu'il a subie. Quoi qu'il en soit, rester là à interroger un homme blessé sous la pluie battante n'aide personne. « Ça va », dit-elle doucement. « On pourra le découvrir plus tard. » Il regarde sa main tendue pendant un long moment avant de lentement tendre la main pour la prendre. Ses doigts sont froids malgré la chaleur qu'elle avait ressentie plus tôt. Et elle peut voir l'effort qu'il lui faut pour se relever. « Il y a une pharmacie juste au coin », dit-elle en le conduisant hors de l'allée. « Il faut que j'achète de quoi nettoyer cette plaie. » La pharmacienne, une femme d'âge mûr aux yeux bienveillants, passe immédiatement à l'action. « Une coupure profonde », demande-t-elle en prenant des articles sur les étagères. « Vous aurez besoin d'antiseptiques, de gaz, de ruban médical et de ces pansements imperméables. Très important de garder ça au sec une fois nettoyé. L'infection s'installe vite avec ce genre de plaie. » Nell hoche la tête, regardant la pile croissante de fournitures médicales. À quoi faut-il faire attention? Rougeur s'étendant à partir de la plaie, stries rouges, toute odeur inhabituelle. La pharmacienne enregistre le total. « Ah, ça fait 43 $. L'estomac de Nell se noue. Elle ouvre son portefeuille, comptant les maigres billets à l'intérieur. « 18 $. C'est tout. Je... » commence-t-elle, la chaleur lui montant aux joues. « Je suis désolé. Je n'ai pas assez. » L'expression de la pharmacienne s'adoucit avec compréhension. « Avez-vous quelque chose chez vous que vous pourriez utiliser à la place? J'ai du peroxyde d'hydrogène, dit Nell rapidement, et de l'alcool à friction. Ça ira. Prenez juste les pansements alors. 12 $. Le soulagement envahit Nell alors qu'elle tend l'argent. Dehors, l'homme sans nom est adossé au mur de la pharmacie, son visage encore plus pâle qu'avant. « Mon appartement est à quelques rues d'ici, » dit-elle, serrant le petit sac de la pharmacie. « J'ai tout ce qu'il faut là-bas, et c'est chaud et sec. » Il la regarde avec ses yeux d'ambre troublants, et elle peut voir la lutte intérieure sur ses traits. « Ça va, » dit-elle. « Vous êtes blessé, et je vous propose de l'aide. » C'est ce que font les gens. Quelque chose dans son ton semble le décider. Il hoche la tête une fois, un geste brusque et reconnaissant. L'immeuble de Nell est une structure fatiguée de 3 étages qui a connu de meilleures décennies, avec une peinture écaillée et une porte d'entrée qui coince par temps humides. Alors qu'il monte l'escalier étroit jusqu'au 2e étage, elle est intensément consciente de son mystérieux compagnon derrière elle. Sa manière silencieuse de se déplacer, comment il semble observer chaque détail de leur environnement avec ses yeux d'ambre troublants. Sur le palier, il croise M. Hoffman de l'appartement 1B en pyjama et pantoufles. « Ah, bonjour ma chère », dit-il à Nell, clignant des yeux comme une chouette. « J'ai besoin d'acheter du lait pour mon café, mais je ne me souviens pas où j'ai mis mes clés. » Le cœur de Nell se serre. C'est la 3e fois cette semaine qu'elle le trouve dans cet état. « Monsieur Hoffman, vous n'êtes pas habillé. Rentrons chez vous. »« Je ne suis pas... » Il semble sincèrement surpris. L'étranger s'avance, prenant doucement l'autre bras de Monsieur Hoffman, aidant à guider l'homme âgé vers la porte de son appartement. « Étrange ?» murmure-t-il si bas que seule Nell peut l'entendre. « Quoi d'étrange ?» chuchote-t-elle en retour. « L'odeur. Vous ne sentez pas ?» Il s'interrompt, secouant la tête. « Peu importe. » Nell ne sent rien d'inhabituel, juste l'odeur de moisi typique d'un vieil immeuble. Une fois M. Hoffman installé en sécurité dans son appartement, Nell conduit son invité jusqu'à sa propre porte. Ses mains tremblent légèrement alors qu'elle lutte avec ses clés. Et soudain, la réalité de ce qu'elle fait la frappe comme un coup physique. Son appartement lui semble soudain incroyablement petit. L'étranger semble remplir tout le salon, rien qu'en se tenant là, cet homme grand, aux épaules larges, avec de la saleté sous les ongles et une barbe naissante qui pourrait cacher n'importe quelle cicatrice. Et s'il était dangereux? Et si l'aider était la chose la plus stupide qu'elle ait jamais faite? L'étranger semble ressentir sa soudaine tension. Il s'arrête juste à l'entrée, gardant ses distances, les mains visibles et ouvertes sur les côtés. « Je peux partir », dit-il doucement, sa voix douce, non menaçante. La manière dont il lui offre une porte de sortie la fait se sentir coupable. « Un homme dangereux ne ferait pas ça, n'est-ce pas ?»« Non », dit-elle, secouant la tête fermement. « Vous êtes blessé, et une tempête arrive. » Elle ouvre la porte plus grand, lui faisant signe d'entrer. Son appartement est petit mais propre. Un salon qui sert aussi d'espace de travail, une petite cuisine et une chambre à peine assez grande pour son lit simple. « Mais avant que je regarde cette plaie, » dit-elle, observant ses vêtements trempés et sales qui laissent des taches humides sur son parquet. « Vous devez vous nettoyer. Si je vous bande comme ça, vous aurez certainement une infection. » Elle disparaît dans sa chambre et revient avec une pile de vêtements d'homme. Un jean, un pull, des sous-vêtements propres et des chaussettes.
Ils appartenaient à mon ex-petit ami. Yes, explique-t-elle. Il les a laissés ici quand il a emménagé avec notre collègue. Son perte est votre gain, je suppose. L'étranger prend les vêtements avec un hochement de tête reconnaissant. La salle de bain est par là, dit-elle en pointant du doigt. Il y a du shampoing, du savon, des serviettes propres. J'ai même un rasoir neuf et de la crème à raser, si vous en voulez. Pendant qu'il se douche, Nell écoute le bruit de l'eau qui coule et essaie de ne pas penser au fait qu'un étranger nu se trouve dans sa salle de bain. Elle essaie d'appeler Morrison & Associates pour reprogrammer son entretien, mais la réceptionniste la laisse à peine finir d'expliquer avant de raccrocher. Eh bien, cette opportunité d'emploi est perdue. 20 minutes plus tard, la porte de la salle de bain s'ouvre avec un léger clic. Et quand Nell se retourne, son souffle se coupe. Rasé de près et frais de la douche, l'étranger est magnifique, a coupé le souffle d'une manière qui lui coupe le souffle. Comment n'avait-elle pas remarqué avant qu'il avait des traits dignes d'une statue de la Renaissance? Elle le fixe un instant de trop, la chaleur montant dans son cou. « Bien, dit-elle, la voix un peu rauque. Occupons-nous de nettoyer cette plaie. La blessure est plus grave que Nell ne le pensait. Une perforation profonde et nette, avec des ecchymoses autour des bords. On dirait une blessure par arme blanche, dit-elle, gardant une voix stable tout en appliquant du peroxyde d'hydrogène. Quand est-ce qu'est arrivé? Demande-t-elle, épongeant le sang avec un chiffon. Il y a quelques heures, répond-il, la voix tendue par une douleur contenue. Certains hommes n'étaient pas contents que j'aie choisi leur endroit pour m'abriter de la pluie. L'un d'eux avait un couteau. Les choses ont vite dégénéré. Nell s'arrête. Ils vous ont poignardé pour un endroit où s'asseoir? Quand le territoire est tout ce qu'on a, dit-il doucement, ses yeux fixés sur les siens. Peu importe sa taille, on le défend. La blessure est enfin propre. Elle applique un onguent antibiotique, prudente et lente. Il tressaille légèrement. Vous devriez vraiment voir un médecin. Ça devra suffire, dit-il simplement. Dehors, la tempête enfle. Il jette un coup d'œil à la fenêtre, puis à elle. Restez, dit-elle fermement, lissant la dernière bande de ruban adhésif. Au moins jusqu'à ce que la tempête passe. Il étudie ses yeux, indéchiffrables, puis hoche la tête. Juste jusqu'à ce que la tempête passe. Acquiesce-t-il. Comme sur un signal, le tonnerre gronde au-dessus de leur tête, comme un train de marchandises, et les lumières vacillent. Cette nuit-là, Nell reste éveillée, écoutant la tempête rugir dehors. Chaque craquement du vieil immeuble la rend hyper consciente de l'étranger dormant sur son canapé. Bien sûr, il ressemble à un ange déchu, mais cela ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas l'étrangler dans son sommeil. Elle finit par s'endormir, car elle se retrouve à rêver qu'elle se dirige vers la salle de bain au milieu de la nuit. Et au lieu de l'étranger, un énorme loup est étendu sur son canapé. La créature est gigantesque, dormant paisiblement, la tête reposant sur l'accoudoir. Même dans son sommeil, il y a quelque chose de majestueux en elle, quelque chose à la fois sauvage et étrangement familier. Elle se demande vaguement pourquoi elle n'a pas peur de trouver un loup géant dans son salon. Quel rêve bizarre! Le lendemain matin, la tempête continue de battre les fenêtres lorsque Nell sort de sa chambre. « Bonjour » dit son invité, se tournant pour lui offrir une tasse fumante. « J'espère que ça ne vous dérange pas. J'ai fait du café. »« Non, c'est super » dit-elle, acceptant la tasse avec gratitude. « Vous n'étiez pas obligé. » Elle étudie son visage à la lumière du matin. Rasé de près et reposé, il semble encore plus frappant que la veille. Il y a quelque chose de presque aristocratique dans sa manière de se tenir, même dans les vêtements empruntés de son ex-petit ami. « Vous avez faim » demande-t-elle. « Je pourrais préparer le petit déjeuner ?» En s'affairant dans la cuisine pour sortir des œufs et du bacon, elle le remarque en train d'examiner sa petite bibliothèque. Sa collection n'est pas vaste, principalement des livres de poche d'occasion. « Les frères Karamazov », dit-il, touchant la tranche d'un livre. Nell s'arrête, une spatule à la main. « Vous l'avez lu ?» Son front se plisse de concentration. « Je crois, je me souviens l'avoir apprécié. »« Donc, vous vous souvenez de certaines choses ?» observe Nell prudemment. La question semble le faire souffrir. « Pas vraiment. Rien au-delà de m'être réveillé seul dans une ruelle il y a environ 2 mois. » dit-il. « Je ne sais pas comment je suis arrivé là. Peut-être une blessure à la tête ?» suggère Nell doucement. « Je n'avais aucune blessure quand je me suis réveillé, » répond-il. « Juste du vide. » Il regarde à nouveau le livre. « C'est la première chose qui me semble un peu familière. Je me souviens particulièrement d'avoir aimé l'un des personnages, Dimitri. Il était passionné, conflictuel, mais finalement rachetable. Le cœur de Nell se serre pour lui. « Alors, ce devrait être votre nom, » dit-elle impulsivement. « Jusqu'à ce que vous vous souveniez du vrai. Dimitri, Dimitri, » répète-t-il lentement. « Ça me va, je suppose. »
Nell ne peut s'empêcher de rire de son expression guindée. Soudain, Dimitri se raidit, sa tête se redressant comme s'il avait entendu quelque chose. « Donc, qu'est-ce qui ne va pas ?» demande Nell, éteignant le brûleur. Il ne répond pas, se levant et se dirigeant vers le centre de la pièce, les narines légèrement dilatées comme s'il reniflait l'air. « Vous ne sentez pas ça ?» demande-t-il avec urgence. Nell inspire profondément. « Sentir quoi ? Le bacon ?»« Non, » dit-il. « Quelque chose ne va pas. » Avant qu'elle puisse répondre, il se précipite vers la porte. Marmonne Nell, le suivant dans le couloir. Elle l'aperçoit à mi-chemin dans l'escalier, essayant de forcer une porte au rez-de-chaussée. « Ça te verrouillé !» crie-t-elle. Ça mène à la chaufferie. Dimitri l'ignore, lançant son épaule contre la porte. « Arrêtez !» dit Nell, descendant les escaliers sans hâte. « Il faut une... » La porte cède avec un craquement sonore, et Dimitri disparaît à l'intérieur. Nell regarde le cadre de la porte brisée, choquée. « Qu'est-ce que vous faites ?» crie-t-elle, le suivant dans le sous-sol. « Je vais avoir des ennuis avec mon propriétaire. » Le sous-sol est sombre et exigu, rempli du système de chauffage ancien de l'immeuble. Elle peut voir Dimitri près de la chaudière, examinant quelque chose avec une concentration intense. « Sérieusement, vous ne pouvez pas être ici. » Elle essaie encore, commençant à descendre les escaliers. « Restez en arrière, » ordonne-t-il. « Il y a une fuite. Vous ne pouvez pas rester ici. C'est dangereux. »« Quoi ?» Nell le laisse la tirer en arrière dans les escaliers. « Quel genre de fuite ?»« Au monoxyde de carbone, » dit Dimitri, la tirant vers la sortie de l'immeuble. « Il faut appeler le 911 maintenant. »« D'accord. J'ai un téléphone à l'étage. » « Non, ce n'est pas sûr. » Ils la traînent déjà dehors dans la tempête, la pluie trempant immédiatement leurs vêtements. Le café le plus proche est à un demi-pâté de maison, mais Dimitri semble savoir exactement où il va. « Urgence, » dit-il au barista de manière brusque. « Il faut utiliser votre téléphone. » 20 minutes plus tard, Nell observe de l'autre côté de la rue, alors que les pompiers affluent dans son immeuble. Le chef des pompiers confirme une fuite de gaz importante dans le sous-sol, et du monoxyde de carbone s'infiltre dans l'immeuble depuis des semaines. « Je ne sais pas comment vous l'avez découvert, » dit l'un d'eux à Dimitri. « Le monoxyde de carbone n'a pas d'odeur. » Dimitri semble sur le point de contredire, mais Nell intervient. Le propriétaire, M. Key, arrive, l'air harassé et agacé. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demande-t-il, lançant un regard noir à Nell. « C'est vous qui avez causé ce bazar. Il y a une fuite de gaz, » explique Nell. « Ça aurait pu tuer des gens. Le système de ventilation a juste besoin d'un bon coup. » Marmonne Key, puis se reprend. « Je veux dire, vous exagérez tous. » Dimitri s'avance. « Vous saviez, » dit-il, sa voix froide et précise. « Vous saviez qu'il y avait un problème avec la ventilation et vous n'avez rien fait. » Key recule d'un pas. « Écoutez, là, vous avez la responsabilité de maintenir des conditions de vie sûres. » Continue Dimitri, son ton tranchant. « L'absence de détection de gaz appropriée et d'entretien de la ventilation est une violation claire des codes de logement. Des gens auraient pu mourir. Monsieur Hoffman est devenu confus et malade. » Interrompt Nell, les pièces du puzzle s'assemblant. « C'est pourquoi il était si désorienté. » Il s'empoisonnait lentement, le visage de Key pâlit. « Écoutez, pas besoin d'en faire tout un plat. Vous entendrez parler de mes avocats, » dit Dimitri sans détour, sa voix portant une menace qui fait frissonner même Nell. « Mise en danger par négligence, violation des codes de logement. »« Attendez, » dit Key désespérément. « Peut-être qu'on peut s'arranger. Que diriez-vous de 3 mois de loyer gratuit ?»« Vous plaisantez, » y coupe Dimitri, ses yeux d'ambre flamboyants. « Vous avez mis des vies en danger par négligence criminelle. »« Dimitri ?» dit Nell doucement, posant une main légère sur son bras. « Je peux vous parler 1 minute ?» Elle peut sentir la tension qui émane de lui, mais il se laisse entraîner à l'écart. « Écoutez, » dit-elle à voix basse, « j'apprécie ce que vous faites, mais personne ici n'a les moyens de payer des avocats. Surtout pas vous. » La bouche de Dimitri s'ouvre comme s'il allait protester, puis se referme, et il cligne des yeux comme s'il venait juste de se souvenir de ce fait. « Ce n'est pas la question, » dit-il finalement. « Il ne peut pas s'en tirer comme ça. Il ne s'en tire pas, » y dit Nell fermement. Il offre 3 mois de loyer gratuit pour tout le monde. C'est une aide réelle maintenant. Tout le monde est en sécurité grâce à vous. C'est ce qui compte. Elle le regarde lutter avec cela. Voit le moment où sa posture rigide commence à se détendre légèrement. Les contours durs de son autorité s'adoucissent, et il semble presque vulnérable à nouveau. « Qui es-tu vraiment, Dimitri ?» se demande Nell, le regardant contempler pensivement la tempête. Plus tard ce soir-là, lorsque les pompiers donnent enfin le feu vert, Nell et Dimitri montent les escaliers jusqu'à son appartement dans un silence complice. « Laissez-moi vérifier votre blessure, »
dit Nell une fois à l'intérieur. Dimitri hoche la tête, s'installant sur le canapé et soulevant le pull emprunté. Nell s'agenouille à côté de lui, ses doigts travaillant soigneusement pour retirer le pansement. Puis elle se fige. « C'est impossible », murmure-t-elle. Là où se trouvait la blessure profonde la veille, il n'y a plus que de la peau lisse, sans marque. Pas même une cicatrice. Je ne comprends pas, y dit Dimitri, regardant son propre torse avec la même stupéfaction qu'elle ressent. Nell passe légèrement son doigt sur l'endroit où se trouvait la blessure. J'avais peur d'une infection, que vous ayez besoin de points de suture, murmure-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. Peut-être que ce n'était pas aussi profond qu'on le pensait. Ah, suggère Dimitri, mais sa voix manque de conviction. Peut-être, y acquiesce Nell. Ils se regardent dans la lumière de la lampe, partageant un moment de confusion mutuelle. Mais la confusion s'estompe, et alors que le silence s'étire entre eux, Nell devient intensément consciente de leur proximité. Elle est toujours agenouillée à côté de lui sur le canapé, sa main reposant sur sa poitrine nue. Son souffle se coupe lorsqu'il lève la main, ses doigts planant juste au-dessus de sa joue. Puis la réalité revient brutalement. « Je devrais y aller », dit Dimitri, rabattant son pull et se levant brusquement. « Partir » répète-t-elle. « Je vais mieux », dit-il. « Vous avez été plus que gentille, mais je devrais vous rendre votre espace. » Nell ressent une étrange envie de protester, de trouver des raisons pour qu'il reste. Mais aucune ne fait sens. Il a raison. Il est guéri. La crise est terminée, et elle n'a aucune raison réelle de lui demander de rester. « Bien sûr », dit-elle à la place, forçant un sourire. « Laissez-moi vous emballer de la nourriture. » Lorsqu'elle revient dans le salon, Dimitri plie ses anciens vêtements. « Gardez ceux-là, » dit-elle, désignant les vêtements qu'il porte. « Ils vous vont mieux de toute façon. »« Vous êtes sûr ? Croyez-moi, je ne veux plus jamais les voir. » L'amertume dans sa voix les surprend tous les deux. Dimitri prend le sac de nourriture, ses doigts effleurant les siens. « Merci, » dit-il doucement, « pour tout votre gentillesse, votre maison. Je ne sais pas comment vous remercier. »« Ce n'était rien, » assure Nell. « Non, » dit Dimitri, et il y a quelque chose de presque féroce dans sa voix. « Ce n'était pas rien. Vous avez aidé un étranger alors que vous aviez toutes les raisons de ne pas le faire. Vous avez partagé votre nourriture, votre maison, votre sécurité. » Il s'arrête, troublé. « Je ne me souviens pas de qui j'étais avant, mais je ne pense pas que j'étais gentil. Je ne pense pas que j'aurais fait ce que vous avez fait. » Et puis il est parti, la laissant debout dans son appartement soudain trop silencieux, regardant le canapé vide où il avait dormi. 2 jours passent dans un flou de routine ordinaire qui semble complètement erroné. Nell va à des entretiens d'embauche, rentre dans son appartement vide et essaie de prétendre qu'elle ne jette pas sans cesse des regards vers le canapé où Dimitri avait dormi. Elle se dit que c'est ridicule. Elle ne l'a connu que pendant moins de 48 heures. On ne s'attache pas aussi vite à un parfait étranger. Mais alors, la tempête frappe. Elle commence par une forte pluie vers midi, du genre qui fait déborder les systèmes de drainage inadéquats de la ville, et transforme les rues en rivières. En soirée, elle se transforme en quelque chose d'apocalyptique. Des vents hurlants qui secouent ses fenêtres, de la grêle de la taille de balles de golf, et une pluie si forte qu'elle peut à peine voir l'immeuble d'en face. Nell fait les 100 pas dans son appartement, vérifiant obsessivement les rapports météorologiques. Tout ce à quoi elle pense, c'est Dimitri, quelque part dehors dans ce temps cauchemardesque, avec rien d'autre que les vêtements sur son dos. À 22 heures, elle n'en peut plus. Elle enfile son manteau le plus épais, prend un parapluie et s'aventure dans la tempête. Le vent la fait presque tomber dès qu'elle sort. Les rues sont presque complètement désertes, à l'exception d'un véhicule d'urgence occasionnel qui passe en trombe avec des sirènes hurlantes. L'eau dévale les caniveaux comme des rapides, et elle doit s'accrocher au mur des bâtiments pour ne pas être emportée. Elle atteint l'allée où elle l'a trouvée la première fois. Vide, sauf pour les débris soufflés par le vent. Où irait-il ? Où pourrait aller qui que ce soit dans cette tempête ? Elle est sur le point d'abandonner, trempée jusqu'aux os et frissonnant violemment, lorsqu'elle aperçoit une silhouette recroquevillée dans une alcôve étroite entre 2 bâtiments. « Dimitri !» crie-t-elle, luttant pour se faire entendre par-dessus le vent. Il lève les yeux, et même à travers la pluie, elle peut voir sa surprise. Nell. Ils échangent un regard à travers l'espace battu par la tempête. « Vous êtes encore là », dit-elle, désignant l'endroit près de là où elle l'avait trouvé la première fois. Un petit sourire tire le coin de sa bouche. « Eh bien, je me suis dit, juste au cas où. » La façon dont il le dit lui serre la poitrine. Juste au cas où quoi ? Au cas où elle viendrait le chercher. La possibilité qu'il ait pu espérer cela envoie une chaleur à travers elle malgré la pluie froide.
Reviens avec moi, dit-elle impulsivement. S'il te plaît, tu ne peux pas rester dehors par ce temps. Nell, interrompt-il. Et s'il y avait une autre fuite de gaz? Et si j'avais besoin de quelqu'un avec un super odorat pour sauver l'immeuble? Ajoute-t-elle. Super odorat. Dimitri semble réprimer un sourire. Une rafale de vent particulièrement forte envoie des débris voler autour d'eux. Sa main se lève pour la stabiliser, ses doigts doux mais fermes sur son bras. La tempête s'aggrave, dit-elle doucement. Je ne pourrais pas dormir en sachant que tu es là dehors. Il la regarde longuement, la pluie dégoulinant de ses cheveux sombres. Tu ne me connais même pas, dit-il. Ce n'est pas vrai, en proteste-t-elle, et cet aveu semble plus lourd qu'il ne devrait. Tu es mon ami. Rentre avec moi, Dimitri, dit-elle doucement, juste jusqu'à ce que la tempête passe. Il hoche finalement la tête, et elle ressent un soulagement si intense qu'il la rend presque étourdie. Juste jusqu'à ce que la tempête passe, acquiesce-t-il. De retour dans son appartement, ils se tiennent dégoulinant dans la petite entrée. « Je devrais te prendre une serviette », dit Nell, intensément consciente de la manière dont ses vêtements mouillés collent à son corps. « Ce serait bien », acquiesce Dimitri. Elle s'affaire, rassemblant des vêtements secs et des serviettes, essayant d'ignorer la façon dont son pouls s'accélère. « Je vais... Tu peux te changer ?» dit-elle, désignant la chambre. « Je vais essayer de dormir. Tu devrais aussi. Il est tard. »« Oui », acquiesce-t-il, mais il ne fait aucun mouvement vers le lit improvisé. « D'accord. » Il reste là dans son petit salon, le poids des choses non dites pesant sur eux. « Eh bien, dit finalement Nell, bonne nuit. » Elle s'échappe dans sa chambre, mais le sommeil est impossible. Pas avec lui de l'autre côté du mur. Chaque craquement, chaque mouvement du canapé, chaque souffle qu'il prend semble résonner juste à côté d'elle. Après ce qui semble être 1 heure, elle abandonne. Pieds nus, elle se glisse jusqu'à la porte et y presse son oreille. Silence. Elle l'ouvre doucement et jette un coup d'œil. Le salon est baigné de clair de lune. Dimitri est assis au bord du canapé, les coudes sur les genoux, regardant par la fenêtre, toujours vigilant, comme s'il chassait quelque chose dans l'ombre. « Toi non plus, tu n'arrives pas à dormir », murmure-t-elle. Il tourne la tête vers sa voix. Même dans l'obscurité, ses yeux brillent. « Non », dit-il doucement. Elle sort, soudain trop consciente de sa fine chemise de nuit et de ses jambes nues. L'air semble plus froid, sa peau plus tendue. « Je me disais que je pourrais faire du thé. »« Ah, momille », dit-elle, essayant de paraître désinvolte. « Ça aide parfois. Aider, répète-t-il, et il y a quelque chose d'amusé dans son ton. Elle s'éclaircit la gorge. « Tu en veux ?» Elle atteint déjà la bouilloire lorsqu'elle l'entend se lever. Des pas derrière elle, lents, contrôlés, pas bruyants, mais présents. Et quand elle se retourne, il est là. Elle recule instinctivement, le comptoir pressant contre le bas de son dos. Il la suit, s'arrêtant juste avant de la toucher. « Nell », murmure-t-il, sa voix comme de la fumée, rauque et intime. Elle humidifie ses lèvres. Sa tête s'abaisse, et elle sent le frottement de son nez contre sa gorge. « Je ne veux pas de thé », murmure-t-il, ses lèvres effleurant sa peau. Elle déglutit. « Non ?» demande-t-elle. Ses mains volent vers sa poitrine, prêtes à le repousser, mais elles ne le font pas. Elles s'accrochent à sa chemise, le tirant plus près. « Tu sens la pluie et la chaleur », répond-il, et quelque chose de plus doux en dessous. « Dimitri », souffle-t-elle, son corps tout entier vibrant. « Tu as été si gentil avec moi », chuchote-t-il. « Laisse-moi te rendre l'appareil. » Le baiser s'abat sur eux, comme la tempête dehors. Affamé, téméraire, en retard. Il l'embrasse comme s'il se souvenait de quelque chose avec son corps, avant que son esprit ne puisse rattraper, comme si sa bouche était un secret qu'il a connu dans une autre vie. Et le thé est complètement oublié. Nell se réveille au léger cliquetis de la céramique et au sifflement doux d'une flamme sur la cuisinière. Elle se rend pieds nus dans la cuisine, le coton de sa chemise de nuit collant à sa peau encore chaude de sommeil. Dimitri se tient près de la cuisinière, pieds nus. Quand il se tourne pour la regarder, ses yeux d'ambre brillent dans la lumière du matin, et son sourire lent et paresseux la fait presque tomber à genoux. « Bonjour », dit-il, sa voix encore épaisse de sommeil. « Bonjour », répond-elle soudain timide. Il lui tend une tasse, ses doigts effleurant les siens et son estomac papillonne. Une excitation douce et nerveuse qu'elle n'a pas ressentie depuis qu'elle était adolescente. « La tempête est finie », murmure-t-elle. « En effet », dit-il, ses yeux fixés sur elle. « Tu pourrais rester un jour de plus. » Elle hésite. Juste pour être sûre, les prévisions mentionnaient d'éventuelles répliques. Un silence, puis sa bouche tressaille. « Des répliques », répète-t-il, s'avançant avec une lueur dans les yeux. « Je vois, tu es juste responsable. »« Je suis extrêmement responsable », répond-elle levant le menton. « Oui », acquiesce-t-il, sa voix rauque,
alors que ses doigts replacent une mèche de cheveux derrière son oreille. Tu l'es? Quand il l'embrasse, c'est lent et chaud, avec un goût de café et quelque chose de plus profond, d'inexprimé. Son corps se penche vers lui avant que son esprit ne rattrape. Juste un jour de plus, murmure-t-il contre ses lèvres. Mais un jour devient 2, puis 1 semaine, puis plus. Il tombe dans un rythme facile, sauf que rien n'est facile. Chaque contact de peau semble électrique. Chaque regard s'attarde un peu trop longtemps. Je suis juste reconnaissant, dit-il un après-midi, la plaquant contre le comptoir, sa bouche effleurant sa mâchoire. Tu m'as sauvé la vie. Laisse-moi te montrer ma reconnaissance. C'est de la reconnaissance. Il halète-t-elle alors que ses doigts taquinent le bord de sa ceinture. Une gratitude profonde et brûlante, confirme-t-il solennellement, avant de s'agenouiller pour démontrer à quel point il peut être reconnaissant. Il plaisante sur leur arrangement, Nell l'appelant son homme entretenu, Dimitri insistant qu'il gagne sa place de manière de plus en plus créative. Mais sous l'humour, il y a quelque chose de plus profond, de plus intense, comme la façon dont ses yeux deviennent plats et prédateurs quand un autre homme flirte avec elle au magasin du coin, ou la manière dont il grogne doucement et bas lorsqu'il embrasse son cou juste là où son pouls bat le plus fort. « Tu es insatiable », halète-t-elle une nuit, alors qu'il la presse dans les coussins du canapé. « Pour toi », souffle-t-il, sa voix rauque de besoin. « Toujours pour toi ». Dimitri ne se contente pas de simplement vivre dans son espace. Il aborde les problèmes de son appartement avec une efficacité systématique. Il ne se contente pas de réparer la porte du placard. Il réorganise toute la cuisine pour un flux de travail optimal. « Tu n'as pas à faire tout ça », dit Nell, tenant un tournevis qu'il lui a tendu sans explication, debout sur une chaise pour atteindre un luminaire. « C'est inefficace de laisser les problèmes s'accumuler », dit-il factuellement. Les petits problèmes deviennent des échecs systémiques. Bientôt, les compétences organisationnelles de Dimitri s'étendent au-delà de son appartement. Il crée des plannings pour l'entretien de l'immeuble, des tableaux de rotation pour aider Madame Chen, qui sont mis en œuvre sans que personne ne se souvienne vraiment d'y avoir consenti. « Tu as un don avec les gens », observe Nell un soir alors qu'il monte les escaliers. « C'est comme si tu savais toujours comment les amener à faire ce que tu veux. » Dimitri s'arrête si soudainement qu'elle manque de le percuter. « Ouais, c'est une mauvaise chose ?» demande-t-il sincèrement curieux. « Non !» dit-elle, intensément consciente de ses doigts sur son coude. « C'est juste inhabituel. » Plus tard, lorsqu'ils sont enlacés dans le lit, il embrasse son cou avec une faim à peine contenue. Elle sent ses dents effleurer sa peau, plus pointues qu'elles ne devraient l'être. Quelque chose dans sa voix tremble. « Je ne devrais pas. » Au lieu de cela, il enfonce sa bouche dans sa peau et laisse des bleus en forme de sa faim. Un après-midi dans leur café habituel, Nell s'excuse pour aller aux toilettes. À son retour, elle trouve une femme appuyée contre leur table, parlant à Dimitri avec un intérêt évident. La vague de possessivité qui la frappe est si puissante qu'elle s'arrête en plein pas. La femme rit à quelque chose que dit Dimitri, se penchant plus près, et Nell a l'impression de ne plus pouvoir respirer. Quel droit a-t-elle de se sentir jalouse alors qu'ils ne sont que colocataires avec des avantages? Mais en regardant l'étrangère flirter avec lui, en voyant le charme facile dans les réponses polies de Dimitri, Nell réalise avec une clarté saisissante qu'elle ne veut pas être juste quelque chose pour lui. Elle veut être tout. Cette pensée la frappe comme un train de marchandises. Elle est amoureuse de lui. Quand est-ce arrivé? Quand l'homme mystérieux qu'elle a secouru est-il devenu la personne dont elle ne peut imaginer vivre sans? Son esprit vacille sous l'ampleur de sa réalisation. Elle est amoureuse d'un homme dont elle ne connaît même pas le vrai nom. Un homme qui pourrait ne la voir que comme un abri temporaire et du sexe pratique. Tu étais ailleurs depuis le café. On observe Dimitri sur le chemin du retour. Ses narines se dilatant légèrement, comme s'il lisait son humeur à travers son odeur. Je vais bien, je réfléchissais juste. Il étudie son visage pendant un long moment, puis hoche la tête. Écoute, laisse-moi cuisiner ce soir. Tu n'es pas obligé. Je veux, dit-il fermement, prenant son visage dans ses mains. Laisse-moi prendre soin de toi. Son pouce effleure ses lèvres, et elle se retrouve à se pencher vers son contact comme attirée par une force magnétique. D'accord, murmure-t-elle. Il sourit lentement, un sourire acéré, plein de promesses. Ben, je reviens dans 1 heure. Elle est encore là, souriant pour elle-même, lorsqu'une voix dure interrompt ses pensées. Vous devriez avoir honte de vous. Nell se retourne pour voir un homme d'âge mûr, bien habillé, marchant vers elle, le visage tordu de dégoût. Son costume coûteux et son allure confiante crient de l'argent, mais son expression est remplie de rage. « Pardon » dit Nell, déconcertée. « Être avec cet homme » dit-il, sa voix s'élevant.
Ignorez-vous commodément toutes les vies qu'il a ruinées parce qu'il vous achète de jolies choses? Je suis désolé, je ne vois pas de quoi vous parlez. Blake Storm, crache l'homme. PDG de Storm Industries. Nell fronce les sourcils, confuse. Ne jouez pas les idiotes avec moi. Je vous ai vu avec lui. Attendez. Nell secoue la tête. Vous parlez de Dimitri. Dimitri? L'homme ricane. Vous pensez que je ne reconnaîtrai pas l'homme qui m'a forcé à vendre mon entreprise, puis l'a démantelée, a vendu les parties rentables et jeté le reste? Des centaines de personnes ont perdu leur emploi à cause de lui. Je pense que vous faites erreur sur la personne, proteste Nell. Ce n'est pas... Il est sans abri. Il a une amnésie. Amnésie? L'homme rit durement. Cet homme vaut des millions. Il travaille probablement sur un plan élaboré. Évasion fiscale, dissimulation d'actifs, qui sait quoi. Nell se souvient de la blessure de Dimitri, de l'état misérable dans lequel il vivait, et surtout des regards perdus qu'il avait lorsqu'il essayait de se souvenir de sa vie passée. Vous avez tort, insiste-t-elle, mais le doute commence déjà à s'insinuer. Toutes ces contradictions à propos de Dimitri, son discours raffiné, ses connaissances en affaires, la manière dont il prenait le contrôle des situations comme s'il était habitué à être en charge. « Je dois y aller », murmure-t-elle. « Écoute, petite, » dit l'homme, sa colère se transformant en quelque chose comme de la pitié. « Peut-être que tu ne savais vraiment pas, mais maintenant tu sais. Si j'étais toi, je resterais loin de cet homme. » Nell est assise à une table en bois dans la bibliothèque, entourée de piles de vieux journaux et magazines. Cela fait 2 heures qu'elle épluche les anciens numéros du Wall Street Journal, de Fortune et de Business Week. Chaque recherche sur Blake Storm révèle la même vérité impossible. Le voilà dans la liste des 40 under 40 de Forbes, sur une couverture du New York Times pour un article intitulé « Les plus jeunes milliardaires d'Amérique », avec une photo qui lui tord l'estomac. Dimitri, dans un costume élégant, debout dans un bureau aux parois de verre surplombant Manhattan, accompagné de photos de son immense domaine dans les Hamptons, de son penthouse à Manhattan, de sa flotte de voitures de luxe. Nell fixe les images, se sentant de plus en plus petite et insignifiante à chaque nouvelle photo. L'homme sur ces photos appartient à un monde si éloigné de son appartement exigu d'une chambre qu'il pourrait tout aussi bien appartenir à des espèces différentes. L'article décrit son sens des affaires impitoyable et ses stratégies d'acquisition agressive. Storm Industries est basée à Manhattan, à près de 3000 miles de Seattle. Elle achète le magazine et rentre chez elle en titubant. Dimitri est dans la cuisine, portant des vêtements empruntés, remuant une casserole comme s'il était chez lui. Cette vision la déchire. Lui, pieds nus dans sa cuisine, jouant à la maison comme si c'était réel, comme si tout cela était réel. Nell lui jette le magazine. Il heurte sa poitrine et tombe au sol, les pages s'ouvrant pour révéler son visage sur la couverture brillante. Le silence qui suit est assourdissant. Dimitri fixe le magazine, et Nell voit le moment précis où une lueur de reconnaissance traverse ses traits. « Massumets » demande-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Est-ce que tout ça n'est qu'une blague ?»« Non » proteste-t-il immédiatement, secouant la tête. « Nell, de Blake Storm » lit-elle sur la couverture. « Fortune de 2,8 milliards, PDG de Storm Industries. » « C'est toi, n'est-ce pas ?» La bouche de Dimitri s'ouvre et se ferme, comme s'il ne trouvait pas les mots. « Je ne me souviens de rien de tout ça. » finit-il par murmurer. « Un homme m'a abordé aujourd'hui, » y continue Nell. « Il te connaissait. Il a dit que tu avais détruit son entreprise. Ce n'est pas... » Dimitri lève les yeux du magazine. « Je ne ferai jamais... »« Regarde-toi, » dit Nell, désignant les pages ouvertes. « Regarde cette maison, ce bureau. Tu pourrais acheter tout mon immeuble avec de la petite monnaie. » Les photographies se moquent d'elle avec leur opulence. Elle pense à son propre reflet dans le miroir de la salle de bain ce matin. Des yeux fatigués, des vêtements d'occasion. « Je ne me souviens pas d'être cette personne », insiste-t-il, une pointe de désespoir dans la voix. « Ça n'a pas d'importance », dit Nell, se détournant de lui parce que regarder son visage lui fait trop mal. Elle a l'impression de le perdre, comme s'il glissait déjà vers ce monde scintillant où elle ne pourrait jamais le suivre. Maintenant que tu sais qui tu es, tu peux rentrer chez toi, murmure-t-elle. Elle, tu ne vas pas rester ici maintenant. Si, elle tourne les pages jusqu'à la photo de son domaine dans les Hamptons. Regarde ça, tu pourrais vivre dans un manoir à la place. Allez, la voix de Dimitri devient tendue. On ne sait même pas si c'est vraiment moi. Ça pourrait être un sosie. Nell secoue la tête et passe devant lui vers la cuisine. Dis non alors, d'accord ? Oh, attends. Pourquoi dînerais-tu ici quand tu pourrais être dans un restaurant étoilé Michelin dans l'heure ? Blake, ce nom ne veut rien dire pour moi, lâche-t-il. Cet homme a dit que tu mentais.
continue Nell, que tu évades probablement des impôts ou caches des actifs. Et tu l'as cru? La voix de Dimitri se brise. Comme ça, un inconnu dans la rue, la douleur dans sa voix lui donne envie de tout retirer, de s'excuser et de faire comme si rien de tout cela n'était arrivé. Mais elle ne peut pas. Les photographies sont là, preuve d'une vie si hors de sa portée qu'elle pourrait être un fantasme. Non, dit Nell, sa voix petite et brisée. Je sais que tu n'as pas menti sur l'amnésie, mais la vérité, c'est que ça n'a pas d'importance. C'est fini ça. Elle fait un geste entre eux. Ça ne peut plus continuer. Et pourquoi pas? Défie Dimitri son ton calme. Parce que pourquoi le ferais-tu? Pourquoi choisirais-tu ça? Elle désigne son petit appartement. Quand tu pourrais avoir ça? Elle brandit la photo de son domaine, l'image brouillée par ses larmes. Parce que tu n'es pas là-dedans, murmure Dimitri pointant les photos. Tu es ici? Ils se regardent à travers le petit espace, le poids des sentiments non dits suspendus entre eux. Le cœur de Nell se fissure un peu plus à chaque seconde qui passe. « Écoute, tu devrais partir », dit-elle finalement. « Appelle-t-on ta compagnie ou quelque chose ?»« Je ne veux pas. »« Eh bien, moi, je veux que tu partes. Tu es chez moi. » Les yeux de Dimitri brillant d'un éclat doré. Littéralement, comme de la lumière reflétée sur du métal. « Tu veux que je parte ?» demande-t-il. Nell ne répond pas. Elle ne peut pas faire confiance à sa voix. Elle a peur que si elle parle, elle retire tout, le supplie de rester. Nell, sa voix est plus rauque maintenant, avec une pointe qu'elle n'a jamais entendue auparavant. C'est presque un grognement. « Oui », murmure-t-elle, le mot déchirant quelque chose de vital dans sa poitrine. « Je veux que tu partes. » Dimitri semble sur le point de discuter, ses épaules tendues par la tension. Puis il grimace, son visage se tordant de douleur. Et soudain, il trébuche, une main sur sa poitrine comme si quelque chose à l'intérieur essayait de s'en extraire. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demande Nell, l'alarme perçant sa colère. Il ne répond pas, émettant un son qui est à moitié un halètement, à moitié un gémissement. Sa respiration devient laborieuse, et de la sueur perle sur son front, malgré l'air frais du soir. « Dimitri !» La peur remplace sa colère alors qu'elle le regarde lutter. Qu'est-ce qui ne va pas? Il s'accroupit, son corps entier tremblant. Ses mains sont serrées en poing. « Dimitri !» La voix de Nell n'est plus qu'un murmure, la terreur remplaçant toute autre émotion. Il émet un son qui est à moitié grognement, à moitié gémissement, et puis ses os commencent à craquer et à s'étirer bruyamment. Une fourrure sombre jaillit sur sa peau, alors que ses vêtements se déchirent et tombent en lambeaux. Ses mains deviennent des griffes, ses dents deviennent des crocs, et son dos se courbe et s'allonge jusqu'à ce que, là où Dimitri était accroupi, il n'y ait plus qu'un énorme loup aux yeux d'ambre brillants. Nell hurle, le son s'échappant de sa gorge involontairement. Le loup, Dimitri, la regarde avec ses yeux familiers pendant un instant déchirant. Puis il se tourne et saute à travers sa fenêtre, brisant le verre alors qu'il disparaît dans la nuit. Nell reste figée dans son appartement dévasté, entourée de verres brisés et de tissus déchirés, fixant la fenêtre cassée par où Dimitri a disparu. Le silence après le chaos est assourdissant. D'abord, le doux et mystérieux Dimitri est en réalité un PDG milliardaire impitoyable. Et maintenant, il s'est transformé en loup sous ses yeux. « Je perds la tête !» murmure-t-elle, passant ses mains dans ses cheveux. « Je perds vraiment la tête !» Elle revoit son visage juste avant la transformation, la confusion, la douleur. Et après, la manière dont le loup l'a regardée avec un tel déchirement. Elle rejoue la scène encore et encore. Le léger gémissement quand elle a crié. La façon dont il a tressailli, comme si sa peur l'avait physiquement blessé. « Et maintenant, il est seul là dehors, » dit-elle. Cette pensée la secoue. Dimitri, Blake, qui qu'il soit, était confus et effrayé, et elle l'a chassé. La culpabilité la frappe durement. Souffle-t-elle, attrapant sa veste. Il faut qu'elle le trouve, qu'elle explique quelque chose. Elle ne peut pas laisser les choses ainsi, pas alors qu'elle est amoureuse de lui, pas après la façon dont il l'a regardée. Les rues sont étrangement calmes pour un début de soirée. Nell se précipite vers l'endroit où elle l'a trouvé la première fois, scrutant chaque ruelle, chaque ombre. Dimitri, appelle-t-elle doucement, ne voulant pas attirer l'attention, mais désespérée qu'il l'entende. « Dimitri, s'il te plaît !» Elle est à mi-chemin du pâté de maison quand des mains l'attrapent par derrière. « Quoi ?» Elle commence à crier, mais une main rude se plaque sur sa bouche. Elle est tirée dans l'espace étroit entre deux bâtiments. Son cœur bat à tout rompre alors qu'elle se débat, mordant la main, donnant des coups de pied frénétiquement. Mais ils sont au moins 2, peut-être 3, et ils sont plus forts. « Morrison !» dit quelqu'un derrière elle. « C'est elle ?» À travers la panique, elle voit l'homme qui avait reconnu Dimitri plus tôt sortir de l'ombre. « Oui !»
dit-il, la regardant avec quelque chose proche de la pitié. L'un des hommes glisse une liasse d'argent dans la main de Morrison. Paiement comme convenu. Les yeux de Nell s'écarquillent. Elle se débat plus fort, essaie de crier, mais quelqu'un presse un chiffon sur son nez et sa bouche. L'odeur chimique la fait suffoquer. « Ne t'inquiète pas, dit Morrison, sa voix s'estompant alors que la drogue fait effet. Ils ne te feront pas de mal. Ils ont juste besoin d'un appât pour attirer Blake. » Nell se réveille avec un mal de tête lancinant et un goût amer de produits chimiques dans la bouche. Elle est attachée avec des liens en plastique à une chaise métallique dans un entrepôt abandonné. L'air est épais, chargé d'odeurs de rouille et de pourriture. La lumière jaune des réverbères filtre à travers des fenêtres brisées en hauteur. 3 hommes l'entourent comme des prédateurs. Grands, musclés, trop immobiles. Quelque chose dans leur mouvement lui rappelle Dimitri. « Elle est réveillée », dit l'un d'eux. « Bien !» Un autre s'accroupit à son niveau. Maintenant, on attend que l'alpha vienne en courant. Le chef sort un couteau, testant son tranchant sur son pouce. Dans tous les cas, elle a fait son boulot. Morrison a dit de s'assurer que Blake souffre, non? La terreur l'envahit alors que la lame se rapproche. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. On fera ça vite. » Puis vient le grognement. Basse primale, inhumain. Il vibre à travers le sol et remonte le long de sa colonne vertébrale. Les hommes se figent. « Je croyais que tu avais dit qu'il ne se transformait plus. » murmure l'un d'eux. « Tais-toi, préparez-vous. » Depuis l'ombre, un loup massif émerge dans la lumière. Plus grand qu'avant, une fourrure sombre comme de la fumée. Des yeux d'ambre fixés sur le couteau près de sa gorge. « Eh bien, ricane le chef sans baisser la lame. Regardez ce qui sort du caniveau. » Le loup avance d'un pas. Les hommes se déplacent, l'encerclant. « Tu te souviens comment ça fonctionne, n'est-ce pas ?» Un pas de plus, et elle meurt. Dimitri s'arrête, les yeux rivés sur la lame. 3 métamorphes, un bouclier humain. « Voici ce que tu vas faire. Tu te retransformes, lentement. Ensuite, on parle revanche. » Nell voit la tension dans son corps, la rage luttant contre la retenue. « Dimitri, non. » L'homme la gifle. Sa tête bascule sur le côté. « Tais-toi. » C'est alors que Dimitri craque, il bondit. Pas sur le chef, mais sur l'homme à sa gauche. L'effet de surprise lui donne l'avantage. Ses dents se referment. Le sang gicle. Le chaos éclate. Le chef se tourne, oubliant le couteau un instant. C'est suffisant. Dimitri relâche sa première cible et pivote vers Nell. Le 3e métamorphe commence à se transformer, mais Dimitri le traverse comme s'il n'était rien, concentré uniquement sur elle. Le chef lève la lame, mais Dimitri le percute. Il s'écrase dans des caisses, le couteau tombant bruyamment. Les 3 hommes se transforment maintenant, leurs os craquant, leur corps s'étirant. Mais ils sont plus petits. Dimitri se bat comme possédé, sauvage et précis. Il l'attaque en tandem, claquant des mâchoires sur ses pattes, essayant de l'abattre. Le sol se couvre de sang. Une partie est le sien, mais la plupart est le leur. Un par un, ils faiblissent, boitant, vaincus. Seul le chef reste. Il grogne, reculant vers la fenêtre. Il disparaît dans l'obscurité. Dimitri vacille. Le sang macule sa fourrure. Il fait un pas vers Nell et s'effondre. Dimitri. Nell se libère des attaches endommagées et tombe à genoux. Sa forme commence à se transformer. Quelques instants plus tard, il gît nu et ensanglanté sur le béton, pâle, immobile. « Dimitri » murmure-t-elle, berçant sa tête. Ses mains pressent inutilement les pires blessures. « Réveille-toi » Ses yeux s'ouvrent en papillonnant, flous. Il la regarde, hébété. « Nell, que m'est-il arrivé ? Je me souviens d'être en colère et puis... »« Tu ne savais pas ?» demande-t-elle, stupéfaite. « À propos du loup, tu ne savais vraiment pas. » Il gémit, essayant de s'asseoir, puis s'effondre à nouveau. « Ces hommes, ils me connaissaient. Ils ont dit... »« Tu saignes trop, » interrompt Nell. « Il faut que je te trouve de l'aide. »« Nell, » murmure-t-il, sa main trouvant la sienne. « Et si j'avais raison ? Et si j'étais vraiment un monstre ?»« Non, » dit-elle avec ferveur. « L'homme que je connais est bon, il est gentil. Tu viens de tout risquer pour me sauver. » Sa voix se brise. « Je t'aime, Dimitri. Peu importe qui tu étais, quel que soit ton nom. » Ses yeux s'écarquillent légèrement à sa confession. Mais avant qu'il ne puisse répondre, il se révulse et il s'effondre dans ses bras. « À l'aide !» hurle Nell dans l'entrepôt vide. « Quelqu'un, aidez-nous !» C'est alors qu'elle entend le bruit de voitures coûteuses s'arrêtant dehors, suivi de pas rapides. « Il est là !» lance une voix. 3 silhouettes en costume sur mesure font irruption par l'entrée de l'entrepôt, se déplaçant avec la même grâce prédatrice que les hommes qui les ont attaqués. Mais ces nouveaux venus scrutent l'espace avec une efficacité professionnelle, leurs yeux se posant immédiatement sur Nell. « Alpha », dit le plus grand, un homme aux cheveux argentés et aux yeux bleus froids.
se précipitant à leur côté et s'agenouillant. « Blake, vous m'entendez? Aidez-nous, je vous en prie. » halète Nell. Il se vide de son sang. Il faut l'emmener à l'hôpital. Hôpital? La femme du groupe, blonde aux traits acérés, ricane en regardant Nell. « Pourquoi faire? »« Comment ça, pourquoi faire ?» demande Nell. « Il est en train de mourir. L'alpha n'a pas besoin de votre hôpital humain. »« Ah, » dit le troisième homme, plus jeune, avec des lunettes à monture métallique et une mallette en cuir serrée dans ses mains, d'un ton dédaigneux. Nell essaie de tendre la main vers Dimitri, l'appelant par son nom, mais l'homme aux cheveux argentés l'écarte. Cela dit, poursuit celui avec la mallette. Peut-être qu'on pourrait accélérer un peu le processus. S'il pouvait assister à la réunion du conseil ce soir, ça nous ferait gagner un temps considérable. Les actionnaires s'impatientent. Ces gens sont fous, murmure Nell. Mais alors, la femme sort une seringue de sa veste et l'enfonce directement dans la poitrine de Dimitri. « Non !» s'écrie Nell. Mais soudain, Dimitri halète et se redresse, ses yeux s'ouvrant avec une clarté saisissante. Les trois nouveaux venus inclinent la tête en parfaite synchronisation. « Alpha !» disent-ils à l'unisson. « Bienvenue. Si je pouvais juste obtenir votre signature sur cet accord de fusion rapidement, commence celui avec la mallette, sortant des documents. »« Bon sang !» explose Nell. « Il est blessé. Laissez-le tranquille. » Mais Dimitri cligne des yeux, jette un rapide coup d'œil aux documents et toute son attitude change. « C'est quoi ce bordel, Malcolm ?» grogne-t-il, déchirant les papiers en morceaux. « Mais ce contrat, c'est complètement nul. Qu'est-ce que je t'ai dit à propos de faire affaire avec le groupe Ford? Il faut les tenir par les couilles, sinon ils te saigneront à blanc. » Malcolm cligne des yeux, retenant ce qui pourrait être des larmes de soulagement. « Oh merci mon Dieu, vous êtes de retour, Alpha. Nous étions perdus sans vous. »« T'es un incapable, Malcolm, » continue Dimitri froidement. « Mais monsieur, où étiez-vous? Que s'est-il passé? Nous vous cherchons depuis des mois. » « Ça ne te regarde pas ?» et me coupe Dimitri avec une précision glaciale. « Ce n'est pas ton boulot de savoir ces choses à l'avance, pas de poser des questions stupides après ?» La femme renifle délicatement. « Alpha, maintenant que vous avez réglé le compte de ces trois-là, que faisons-nous? On riposte? On fait un exemple? Il faut montrer aux autres meutes ce qui arrive quand elles s'en prennent à nous, » acquiesce l'homme aux cheveux argentés. Nell a l'impression d'observer des étrangers, et elle leste. Car cet homme froid et calculateur qui donne des ordres n'est pas quelqu'un qu'elle reconnaît. Où est la personne douce qui lui lisait des histoires le soir? Que faisons-nous de l'humaine? Demande soudain la femme, pointant Nell. Le regard de Dimitri se tourne vers elle, et pendant un instant, une demi-seconde, quelque chose vacille sur son visage. « Escortez-la chez elle, » dit-il platement. « Assurez-vous qu'elle signe les accords de confidentialité. » Attendez, Nell commence à tendre la main vers lui, mais des mains la tirent déjà sur ses pieds. Alors qu'ils la conduisent vers une voiture qui attend, Nell regarde désespérément en arrière. L'homme dont elle est tombée amoureuse, le doux et perdu Dimitri, qui lui faisait du café le matin et s'inquiétait pour M. Hoffman, pourrait tout aussi bien n'avoir jamais existé. 2 semaines semblent 2 ans. Nell fixe son reflet dans le miroir de la salle de bain, reconnaissant à peine la femme qui la regarde. Des cernes sombres, des cheveux ternes, quelques kilos en plus. Tout l'immeuble a essayé de la nourrir depuis qu'il est parti. Même M. Key a apporté des biscuits, restant maladroitement dans l'embrasure de sa porte. « Vous et Dimitri, vous nous manquez ensemble », avait dit doucement Madame Chen. Un si gentil jeune homme. Nell avait ravalé la boule dans sa gorge. Comment expliquer à quelqu'un qu'on pleure un homme qui n'a peut-être jamais existé? Il a disparu sans un mot. Juste une équipe d'avocats à sa porte le lendemain matin, armée d'accords de confidentialité. Signé ici et ici, paraphé là. Un dépôt de remerciement pour votre discrétion est apparu sur son compte. Utile, oui, mais ça l'a fait se sentir bon marché. Effacé. Pas un mot de lui. La seule lueur d'espoir, son travail. Grâce à la révision de son CV par Blake, elle a décroché un poste dans une prestigieuse agence de marketing. Mais le succès semble vide quand on n'a personne avec qui le partager. Ses journées se fondent en réunions et emails. Et ce soir, en rentrant d'une autre longue journée à faire semblant de s'en soucier, le ciel s'ouvre. La pluie tombe en nappes incessantes, du même genre que celle qui les a réunis. Sans réfléchir, ses pas l'amènent ailleurs, pas chez elle. Dans l'allée, elle est plus petite que dans son souvenir, plus sale, juste un passage étroit entre 2 bâtiments, sans rien de remarquable, sauf qu'il a tout changé. Elle se tient à l'endroit exact où elle l'a trouvé. La pluie traverse sa veste. Comment aurait-elle pu savoir que l'homme affalé ici, perdu, vulnérable, était un requin d'entreprise, un être surnaturel?
Et pourtant, même à ce moment-là, elle avait ressenti quelque chose, une attraction, comme s'il était déjà important, alors qu'elle n'est que Nell, ordinaire, la fille qui s'est trouvée au mauvais endroit au mauvais moment et qui a eu le cœur complètement brisé. La pluie cesse soudain de la frapper, bien qu'elle puisse encore l'entendre clapoter autour d'elle. Elle cligne des yeux, confuse. Un parapluie est au-dessus de sa tête. Elle se retourne lentement, effrayée de ce qu'elle va trouver, ou pire, de ce qu'elle ne trouvera pas. Mais il est là, tenant un parapluie noir au-dessus d'eux. Ses cheveux sont plus courts, soigneusement coiffés. Il est rasé de près, vêtu d'un costume anthracite qui coûte probablement plus cher que son loyer, mais ses yeux d'ambre inhabituels avec des éclats dorés, sont exactement les mêmes. « Tu es encore là ?» dit-il doucement, sa voix douloureusement familière. Elle hausse les épaules, la gorge serrée. « Ouais, eh bien, » murmure-t-elle, « juste au cas où. » Quelque chose comme de l'espoir passe sur son visage, mais elle se blinde contre ça, contre lui. La dernière fois qu'elle a vu cet homme, il est parti sans un regard en arrière. « Alors, » dit-elle, trouvant sa voix, « tu te souviens de tout, alors ?» Il hésite. « Oui, » admet-il après un temps. « C'est vrai, bien. » Elle lui offre un petit sourire crispé. « Pratique, je veux dire, pour toutes ces affaires dont tes associés semblent avoir besoin de toi. » Son sourire se tend en quelque chose de nerveux. « Oui, » dit-il. « Je suppose. » La pluie tambourine contre le parapluie, créant un monde privé autour d'eux. Il la regarde attentivement. « Comment vas-tu » demande-t-il. « Eh bien, je n'ai pas été kidnappé depuis un moment, alors c'est déjà ça, » répond-elle, le faisant grimacer. « Je suis tellement désolé pour ce qui s'est passé cette nuit-là. C'était entièrement de ma faute si tu as été blessé. Si j'avais su... » « Tu sais ce qui a fait plus mal que d'être attrapé par ces hommes ?» interrompt-elle. « Le fait que tu aies disparu après, sans un mot, sans même un au revoir. » La douleur traverse son visage. « Je suis désolé, » dit-il à nouveau. Et elle croit qu'il est sincère, ce qui rend les choses pires, d'une certaine manière. Quand je me suis réveillé avec tous mes souvenirs intacts, j'étais inquiet, alarmé même. Comment avais-je tout oublié? Qui m'avait fait ça? Il passe une main dans ses cheveux. Je n'ai pas beaucoup d'amis, Nell, mais j'ai beaucoup d'ennemis. Je n'étais même pas sûr de pouvoir faire confiance à ma propre meute. J'avais besoin de comprendre ce qui s'était passé avant de te revoir. Et Il s'interrompt, tendant la main vers son visage avant de la retirer. Je voulais t'éloigner de tout ça. J'avais peur que si quelqu'un soupçonnait que je tenais à toi, ils essaièrent de t'utiliser contre moi à nouveau. La sincérité dans sa voix touche quelque chose en elle. Mais elle a été trop blessée pour baisser facilement sa garde. Tu aurais pu appeler et risquer que quelqu'un écoute? Quand il voit son expression surprise, il ajoute « Oui, il s'avère que je suis un peu paranoïaque maintenant que mes souvenirs sont revenus. Ça vient avec le fait d'être au sommet. »« Au sommet, hein ?» Elle secoue la tête. « Donc, tu as retrouvé tes souvenirs et tu te rappelles que tu es un grand magnate. »« Je me suis souvenu que je suis beaucoup de choses. » Et interrompt-il. « Et aucune d'entre elles particulièrement bonne. » Ses yeux s'assombrissent. « Toutes ces choses que tu as entendues sur moi cette nuit-là, elles sont vraies. » Elle tend la main vers lui sans réfléchir. Sa main sur son bras semble le calmer, et il semble surpris par ce contact. « C'est comme ça que j'ai été maudit, » explique-t-il. « Maudit ? À perdre mes souvenirs. C'était une malédiction. Comme de la magie ?» demande Nell. Quand il hoche la tête, elle ajoute « La magie est réelle. » Ses lèvres esquissent un petit sourire presque amusé. « Eh bien, comment pensais-tu que je me transformais en loup ?»« Ouais, à ce propos. » Elle hésite. « C'est quelque chose que tu fais régulièrement ?» Son sourire s'efface à nouveau. « Oui, dit-il prudemment. Je suis un métamorphe. Je suis un homme, mais pas entièrement. Ou une partie de moi ne l'est pas. » Nell repense à toutes les choses qui l'avaient intrigué à son sujet. Son odorat aigu, la manière dont il grognait parfois quand il était frustré. « Ouais, dit-elle lentement. Ça se tient, en quelque sorte. » Il observe sa réaction de près. « Est-ce que ça te dérange ?» Nell ricane. « C'est pour ça que tu es là ?» lance-t-elle. « Tu as peur que je révèle ton secret ?»« Non, dit Dimitri rapidement. Je n'ai pas peur de ça, je te fais confiance. Alors de quoi as-tu peur ? Il prend une profonde inspiration. Tu dois comprendre que je ne suis pas une bonne personne, Nell. Pas vraiment. C'est pourquoi j'ai été maudit en premier lieu. Il continue avant qu'elle ne puisse l'interrompre. Mon ex-fiancé, à qui je dois confesser que je me suis fiancé uniquement pour faire pression sur sa famille pour signer un énorme contrat commercial, m'a maudit après que j'ai rompu. Elle m'a fait kidnapper et abandonner dans cette ville pour que personne ne me retrouve. Nell fait une grimace et il s'arrête. « Désolé, dit-elle.
Je me demande juste si tu le méritais ou pas. Un rire surpris lui échappe. Je le méritais probablement, admet-il. Après avoir retrouvé mes souvenirs, j'ai découvert ce que Sheila avait fait. La malédiction était conçue pour ne se briser que si quelqu'un tombait vraiment amoureux de moi. Moi, sans mon argent, mon pouvoir ou mon influence. Elle était convaincue que ça n'arriverait jamais, que je serais coincé comme ça pour toujours. Nell sent la chaleur lui monter aux joues. « Oh, quand je gisais dans cette ruelle et que tu m'as trouvé, tu as dit... » « Je me souviens de ce que j'ai dit, » interrompt-elle, soupirant. Il semble abattu par son ton, ses épaules s'affaissant légèrement. « Bien, » dit-il prudemment. Il hésite, puis demande « Et maintenant, penses-tu peut-être qu'avec le temps, tu pourrais encore m'aimer, maintenant que je suis... ça ?» Il désigne son corps. « Ça ?» répète Nell. « Je suis toujours toutes ces choses terribles que j'étais avant, » dit-il, les mots venant plus vite maintenant. « Je dirige toujours une entreprise impitoyable. Je prends encore des décisions qui blessent les gens. Je suis toujours entouré d'autres personnes, tout aussi impitoyables que moi. Mais voilà, Nell, je me souviens maintenant de ce que j'étais quand j'étais avec toi. Et j'aimais beaucoup plus cette personne. » Sentant ses joues rougir, Nell ricane. « Alors quoi? Tu veux que je sois ta boussole morale? » ?»« Non, Nell. » Sa voix s'adoucit. « Je veux que tu m'aimes encore. Tu m'as manqué. Je ne peux pas revenir à comment c'était avant. Plus maintenant. Pas quand je sais ce que ça fait d'être aimé par quelqu'un comme toi. »« Tu veux dire pauvre et moyenne ?» plaisante-t-elle faiblement. « Je veux dire désintéressée, » dit-il, levant la main pour écarter les cheveux mouillés de pluie de son visage. « Et courageuse, gentille. » Son pouce trace sa pommette. « Et très très belle. » Nell sent les larmes monter derrière ses yeux, et elle les repousse furieusement. « Écoute, » dit-elle, la voix tremblante, « on a commencé cette histoire quand tu n'étais pas toi-même, mais maintenant, tes souvenirs sont revenus. Et tôt ou tard, tu réaliseras que ta place est dans ton monde scintillant. Et moi, il n'y a rien de scintillant là-dedans, interrompt-il. Pas sans toi, ses lèvres trouvent les siennes, chaudes, familières et désespérées à la fois. Il l'embrasse comme un homme qui se noie trouvant de l'air, comme quelqu'un rentrant chez lui après une longue absence. « Je t'aime, » murmure-t-il. « La malédiction s'est brisée parce que tu m'as aimé quand je n'avais rien d'autre à offrir que moi-même. Maintenant, j'ai tout. Et la seule chose que je veux, c'est toi. » Elle lève les yeux vers lui. Cet homme qui est à la fois Dimitri et Blake, à la fois l'âme perdue qu'elle a trouvée dans une ruelle et la créature puissante qui se tient devant elle maintenant. « Donne-moi une chance, » supplie-t-il doucement. « Juste une chance de plus. » Et malgré tout, malgré la douleur des 2 dernières semaines, malgré les complications qu'aimer cet homme apportera, Nell se hisse sur la pointe des pieds et presse à nouveau ses lèvres contre les siennes. La pluie continue de tomber autour d'eux, mais aucun des deux ne s'en rend compte. En cet instant, dans cette ruelle banale où leur histoire a commencé, ils sont les 2 seules personnes au monde. La fille qui a trouvé un loup et le loup qui a trouvé son cœur.